Merci pour l'invitation et pour l'introduction. Donc je m'appelle Angélique Léonard, comme ça a été dit. J'ai une formation d'ingénieur civil chimiste, donc pas du tout dans la géologie, les aspects marché, etc. Donc moi je vais venir vous parler de ce que je connais bien, ce qu'on pratique dans mon labo, c'est-à-dire évaluer l'impact environnemental de produits divers et variés, dont des produits en pierre, et un petit peu vous indiquer comment on peut se servir de ces méthodes-là comme moyen de preuve. Ça permet de faire le lien avec la présentation précédente. Et également voir sur quel genre de critères on pourrait se baser pour finalement introduire ces fameuses clauses environnementales. Alors, tout d'abord, ce que j'ai fait en préparant cet exposé, c'est un petit peu regarder, justement, moi je ne suis pas une spécialiste des marchés publics, qu'est-ce qui était déjà existant, qu'est-ce qu'on entendait par clause environnementale. Donc, ça permet de faire le lien avec la présentation précédente. Donc, si on regarde la fameuse circulaire de mai 2014, on parle déjà de 8 considérations pertinentes, mais ce n'est pas exhaustif. On a cité qualité de l'air, présence de substances toxiques, qualité et consommation d'eau, qualité du sol, nuisances diverses, niveau olfactif, lumineux, sonore, biodiversité, utilisation de l'espace, mobilité. Alors, tout un programme. Alors maintenant, introduire des critères là-dessus, pas forcément simple, et encore moins simple, comment évaluer finalement ces critères. Si je passe à une autre source, finalement l'Union des villes et communes en Wallonie a également sur son site internet mis un petit paragraphe par rapport à ces clauses environnementales qui directement pose le contexte en disant voilà, ce sont sans doute les clauses qui peuvent revêtir le plus de formes différentes et donc il y a quelques exemples donnés, achat de produits de nettoyage respectueux de l'environnement, limitation de nouveau des déchets, d'énergie, CO2, c'est vrai qu'on insiste toujours beaucoup sur le CO2. Très clairement, une fois qu'on va définir des critères, encore faut-il les évaluer. Donc on a vraiment besoin d'outils d'évaluation, d'objectivation de cet impact sur l'environnement. Alors, je suis aussi allée rechercher un petit peu ailleurs, ça a été également mentionné tout à l'heure, ce document qui mentionne des exemples de clauses éthiques, sociales et environnementales. Alors, on voit très très mal, mais j'ai fait un petit zoom, ce sont des exemples de clauses qu'on pourrait introduire dans les marchés publics qui ont été rédigés ou en tout cas proposés par la région. Et donc, là-bas tout en haut, si je zoome un petit peu, qu'est-ce qu'il est écrit? Pour les pierres ornementales, notamment, qui mettent en œuvre, qui proviennent de carrières disposant d'un écolabel national, ça pourrait être finalement une façon d'introduire ce critère, ces écolabels. Maintenant, écolabel, c'est vaste. Donc si vous voyez, c'est un petit extrait qui vient d'un site internet où on recense tout un tas de labels différents. Maintenant, comment s'y retrouver? Qu'est-ce qui se cache derrière ces labels? À part le fait de se dire qu'ils sont bien tous verts, ça donne une impression, on va dire, éco, mais à part ça, qu'est-ce qui se cache là derrière? Toujours finalement, le risque du greenwashing, qu'on a ces fameux labels. Alors, à côté de ça, si justement on regarde un petit peu également dans la phase pilote et donc la proposition qui a été faite pour des achats responsables durables dans le contexte des pierres naturelles, je vais aller aussi rechercher ce qui était mis sur les spécifications environnementales. C'est la phrase que Mme Bourgois a citée juste avant, donc je ne vais pas la répéter, mais donc finalement ça se réfère à l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003 par rapport donc à l'exploitation des carrières. Mais de nouveau, c'est un petit peu court. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme plus spécifique ou qui permettrait en tout cas dans le cas des producteurs locaux, finalement de donner un avantage de façon tout à fait légale à leurs produits, en tout cas sur les aspects environnementaux. Et donc c'est cette introduction qui permet un petit peu d'aller un petit peu plus loin et donc de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans les outils qui existent aujourd'hui pour évaluer ces impacts et notamment l'analyse de cycle de vie. Alors pourquoi est-ce qu'on apprécie cette méthodologie-là de manière générale? C'est parce que si on regarde un petit peu la diversité des outils qui existent pour finalement analyser l'impact sur l'environnement, on en trouve pas mal. Certains connaissent bien le bilan carbone, mais quand on regarde un petit peu la caractéristique de l'ACV, l'ACV en fait il réunit deux types de qualités. C'est un outil qualitatif, puisque je l'ai dit, on veut objectiver, on va avoir des chiffres à la base, en tout cas à la fin, mais aussi c'est multicritères, c'est-à-dire qu'on ne va pas se focaliser juste sur le CO2, mais on peut regarder l'acidification de l'air, on peut regarder l'eutrophisation, on peut regarder la consommation des ressources, on peut regarder l'émission de particules fines, voilà, tout un panel d'impacts qui peuvent être évalués. Alors,
Si maintenant on regarde cette méthodologie, qui est un petit peu complexe quand même, il faut l'avouer quand on doit la mettre en œuvre, on ne peut pas faire ce qu'on veut puisque c'est cadré par des standards internationaux, des normes ISO 14040, 14044, toute la série des 14000 qui ont trait à l'environnement. Et donc si vous regardez la définition, je suppose que certains ont déjà un petit peu entendu parler du concept, c'est qu'on va étudier les aspects environnementaux, que ce soit d'un produit, d'un service, d'un procédé, mais vraiment suivant une approche, comme on l'appelle, du berceau à la tombe. Alors, si on est dans une approche économie circulaire, ce sera plutôt du berceau au berceau. On va essayer plutôt de réintroduire les matières en bout de course dans le circuit. Et donc, cette méthodologie-là, elle a l'avantage vraiment d'avoir ce qu'on appelle une approche holistique. On va vraiment regarder les différentes phases du cycle de vie. Donc, pas seulement, imaginons, l'extraction des matières, mais aussi leur transport jusqu'au site de mise en place, par exemple. Alors, à côté de ça, l'Europe a aussi mis sa petite touche. Et donc, il y a aussi une guidance plus détaillée qui a été mise en place par l'Europe si on veut faire ces analyses de cycle de vie. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Dans le domaine particulier de la construction, il y a aussi d'autres standards qui pourraient être utilisés, mais je les détaillerai plus tard. Alors, au niveau du principe, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est l'ACV, on en aurait pour plusieurs heures, donc si on voulait faire une petite synthèse. Le principe, c'est donc de découper le produit qu'on veut analyser suivant son cycle de vie. Donc, on a souvent coutume de dire qu'on part des matières premières jusqu'à la fabrication, la distribution, l'utilisation et après la gestion de la fin de vie. Et pour ce produit que l'on va étudier, on va choisir une unité fonctionnelle. Alors, rien de bien chinois là derrière, si on peut dire, il suffit simplement de choisir la quantité de référence à laquelle on va rapporter toutes les études. Donc ça pourrait être par exemple le mètre carré de pavé, par exemple platine, si je prends un exemple, qui va être par exemple placé dans le cadre d'un trottoir, etc. Donc vraiment on arrive sur concrètement une unité à laquelle derrière on va rapporter tous les résultats, par exemple en termes de bilan CO2, et après tout est proportionnel, donc il suffira de multiplier les résultats obtenus. Donc une fois qu'on a défini ce qu'on appelle le cycle de vie, mais également les frontières du système, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va inclure ou pas dans l'analyse, on va passer à ce qui est le plus consommateur de temps quand on fait une ACV, c'est ce qu'on appelle la phase d'inventaire. C'est-à-dire qu'on va devoir, pour chacune des étapes qu'on a prédéfinies, faire tous les bilans, c'est-à-dire bilan de matière, entrée-sortie, bilan d'énergie, entrée-sortie, parce que c'est sur base de ces bilans qu'on va pouvoir après déterminer l'impact sur l'environnement. Alors des exemples d'entrée qu'on peut obtenir de manière très très simple, ça va être des quantités d'électricité par exemple, qui vont être associées à une certaine phase de production, ça va être de la chaleur dans certains cas, ça peut être des matériaux, donc tout dépend du produit qui va être étudié. Vous avez également des exemples de sortie, donc des quantités de CO2, de gaz à effet de serre au sens large, des quantités d'eau usée, des rejets divers et variés, et on considère tous les compartiments, c'est-à-dire l'eau, l'air et le sol, donc c'est quelque chose qui est très exhaustif. Alors ici ce que j'ai mis c'est données spécifiques, ça c'est quelque chose de très important si on veut avoir le reflet réel de l'impact environnemental d'un produit, il faut vraiment utiliser les données qui vont correspondre au produit en question. Un exemple très simple à comprendre, je vous dirai juste par la suite, on a des logiciels qui permettent de faire ça avec des bases de données qu'on qualifie de génériques, mais typiquement si on prend, imaginons une pierre qui va être travaillée ici, qu'on a besoin à un moment donné d'électricité, ça n'a aucun sens de prendre le mix électrique européen moyen. Ce qu'on va prendre, c'est le mix électrique belge de l'année de référence pour laquelle on fait l'étude. Parce qu'évidemment, de très grandes différences entre un mix électrique belge et un mix européen moyen ou qui viendrait d'autres pays. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus spécifique possible. Alors une fois qu'on a réalisé cette phase d'inventaire, on va triturer les résultats en utilisant des méthodes, ce qu'on appelle d'évaluation d'impact, qui sont reconnues au niveau international donc pour leur validité scientifique, même si elles sont encore en cours de développement pour certaines. Et à partir de ça, on va obtenir toute une série d'indicateurs, on peut en trouver jusqu'à une vingtaine possibles en fonction des méthodes, qui vont aller, vous le voyez, depuis l'épuisement des ressources, consommation d'énergie, changement climatique, eutrophisation, toxicité, etc. Voilà, tout un panel d'impacts qu'on va pouvoir évaluer. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser cette méthodologie? Alors, quand on se place dans le cas du donneur d'ordre ou de l'industriel, parce qu'on fait beaucoup de consultance en direct pour des industries, quel est finalement l'objectif? Pour certains, c'est avoir une vision simplement, une espèce de diagnostic, une photographie des instantanés des impacts environnementaux, dans le but notamment de mener à de la communication environnementale. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est un point important. On peut servir de ces aspects, on va dire, qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale ou EPD en
anglais, c'est quelque chose qui est très connu aujourd'hui dans le secteur construction, donc on appelle des Environmental Product Declaration. On peut s'en servir vraiment pour finalement aller chercher des critères environnementaux qui sont vraiment objectivés, qui sont chiffrés. Alors ça, c'est une première vision, c'est je veux connaître l'impact de mon produit, j'en sors des fiches que je peux après diffuser et qui peuvent servir aussi à du marketing vert en quelque sorte, mais sur une base qui est vraiment scientifique. Ou alors une autre option, c'est une approche qu'on qualifie d'éco-conception, d'éco-design. On fait un diagnostic, mais pour améliorer le process existant. Et donc souvent, les deux phases sont concomitantes. Généralement, quand une entreprise fait faire son ACV, si elle se rend compte qu'à un moment donné, ça décroche ou qu'il y a un impact qui est vraiment très très élevé sur une phase de son process, elle va essayer de l'améliorer, souvent parce qu'il y a aussi un benchmark possible avec des concurrents et voir si l'impact est du même ordre de grandeur que ce qu'on peut retrouver déjà publié par d'autres par exemple. Donc il y a vraiment une vision amélioration puisqu'on sait là où sont les impacts sur l'environnement, donc on va essayer d'améliorer. Ou alors on peut vraiment utiliser ça dans le cadre de projets de recherche, vraiment comme on l'appelle from scratch, c'est-à-dire on veut concevoir un nouveau produit, l'usine n'existe pas encore, les façons de mettre en place les choses ne sont pas encore figées. Donc on peut finalement sur papier tester différentes options, différents moyens de production pour voir au final quelle va être la solution qui va être la plus basse d'un point de vue impact environnemental. Alors ce que vous voyez ici sur la droite, alors c'est vrai que l'écran est fort peu contrasté, mais c'est un exemple de fiche de déclaration environnementale qu'on a faite il y a quelques années pour les pierres bleues. C'était en 2011, donc depuis tout ça, c'est en cours de révision où ça va l'être. C'est à l'époque encore du format français des FDES pour ceux qui connaissent, fiche de déclaration environnementale sanitaire qu'on peut retrouver sur le site INIES en France. Et donc ce qu'on va retrouver comme partie des résultats, donc sur base d'une ACV, ça va être des indicateurs sur l'environnement, notamment le CO2, mais pas que. Donc on peut deviner ici, si je lis en m'approchant, acidification atmosphérique par exemple. Alors si je continue, l'approche ACV, pourquoi est-ce qu'elle est séduisante? Surtout dans une optique d'amélioration d'un procédé, c'est qu'on va regarder finalement tout le cycle de vie et qu'on va éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ce que vous voyez ici sur les deux petits schémas entre le 1 et le 2, imaginons c'est un moyen de produire un produit X ou Y à partir d'un certain procédé de production. Et donc ici on voit que manifestement c'est l'impact des matières premières qui est le plus important. Donc imaginons qu'on arrive à substituer une partie des matières premières par une autre qui serait moins impactante, ou arrive à réduire tout simplement les quantités de matières premières. Ce qu'on voit dans la solution, on va dire après optimisation ou après amélioration, c'est que de fait le poids des matières premières sur un impact fictif il est bien descendu, mais par contre on voit qu'en contrepartie l'impact de la fabrication a augmenté. Alors si on ne regarde que le volet matières premières, on va passer à côté de ça. Et donc c'est l'avantage de la vision, on va dire, cycle de vie, c'est que quand on modifie quelque chose sur son procédé de production, on peut voir si on ne va pas finalement en cascade impacter finalement une autre étape. Évidemment l'idée quand on fait de l'éco-conception, c'est essayer de baisser en même temps à la fois tous les impacts, en tout cas pas tous les impacts, mais en tout cas d'avoir une baisse sur l'ensemble des étapes du cycle de vie si on peut y arriver. Et donc ça c'est vraiment une des forces de l'approche, c'est vraiment d'être multi-étapes et aussi multi-critères. Alors, finalement, cet ACV, c'est une méthode relativement complexe, mais je voulais justement refixer certaines limites, c'est que ça ne reste qu'un outil d'aide à la décision, ce n'est pas un outil de décision, parce qu'il faut rester réaliste, ça ne couvre, en tout cas ici, quand on parle d'ACV environnemental, que les aspects environnementaux. Je ne couvrirai pas les aspects cycle de coût, parce que ce serait encore une conférence de plus et c'est encore plus complexe. Mais donc, il faut prendre d'autres aspects, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, les aspects économiques, socio-opérationnels, etc. Et que quand on parle ACV aujourd'hui, certains impacts ne sont pas encore bien quantifiés, la biodiversité par exemple, et que très clairement les résultats qu'on va en sortir vont dépendre de la qualité des données d'entrée également. Alors j'essaie maintenant de rentrer un petit peu dans du concret. En pratique, si un producteur de matériaux, quel qu'il soit, veut réaliser son ACV, ce qu'on a besoin évidemment, c'est d'avoir une description précise de tous les processus, avoir un maximum de données disponibles au niveau des outils, etc. Parfois un peu simulé si on n'a pas accès à tout. Ce qui est aussi vraiment hyper important, et ça on n'arrête pas de le marteler, c'est très transparent. Donc vraiment bien être clair sur tout ce qu'on fait comme hypothèse de calcul, le justifier.
Et un point sur lequel aussi on insiste beaucoup, et je l'ai mis en gras même si ça ne se voit pas très bien, c'est qu'il faut vraiment que les parties prenantes soient impliquées et motivées. Et si on n'a pas un fournisseur ou un producteur qui veut vraiment faire une ACV parce qu'il est convaincu, ça ne va pas marcher, parce qu'il faut vraiment quand même du temps, notamment pour les PME, pour pouvoir finalement fournir les informations qui sont nécessaires. Alors on n'a pas besoin évidemment que des informations du terrain, on va aussi utiliser, comme je vous le dis, des logiciels qui vont permettre de transformer ces données d'inventaire en impact sur l'environnement. Donc ces logiciels les plus connus, c'est Gabi, CIMAPRO, OpenLCA. Associé à ça, vous avez quand même des bases de données commerciales qui permettent d'aller chercher des infos. Comme je vous disais, dans le cas de l'électricité, on ne va pas forcément resimuler l'électricité belge, elle est déjà dans la base de données, mais ce qu'il faut, c'est sélectionner la bonne entrée, tout simplement. À côté de ça, on peut retrouver des données dans la littérature pour complémenter, plus d'autres points, des bases de données internationales, nationales, sur des données qui sont donc, comme je disais, plus génériques et plus généralisables. Alors, aussi une des forces de l'ACV, puis après je rentrerai vraiment dans ce qu'on peut faire en concret dans le secteur de la construction, c'est que c'est aussi une méthode qui permet parfois de tordre le cou, comme je l'ai écrit, à des idées reçues. On parle aujourd'hui beaucoup de changements dans les moyens de transport pour les marchandises longue distance, etc. Et ce qu'on va vous dire, suite à ce qu'on entend dans les médias, quand on peut, finalement, passons du camion à la voie d'eau, passons au train, c'est bien meilleur pour l'environnement. Pas toujours, en fait. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Il y a une thèse de doctorat dans mon service qui s'est terminée fin d'année dernière. Et ce qui a été montré, c'est que si on prend un cas d'étude, en fait, qui est le transport intermodal depuis le port d'Anvers jusqu'à Ludwigshafen en Allemagne, à chaque fois pour une même unité fonctionnelle, donc c'était sur base d'un conteneur du même poids, etc., compte tenu des facteurs de charge, du nombre de trains, du nombre de wagons qu'on peut mettre en place, etc. Donc tout ça a été fait suivant aujourd'hui ce qui fait réellement sur le terrain. Ce qu'on peut voir, si je vais me rapprocher un petit peu, mais je ne peux pas laisser tomber ceci, sinon ça ne va pas le faire. Donc si je regarde uniquement le volet changement climatique qui est là, ça sera plus simple, on ne va pas discuter tous les autres impacts qu'on obtient. Ce que vous pouvez voir, c'est que l'impact le plus bas, en jaune clair, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est obtenu par des transports en camion de 34 à 40 tonnes avec un facteur de charge de 85% et de l'Euro 5. Alors, par contre, si vous regardez où se positionne le train électrique, qu'on imagine être le meilleur d'un point de vue environnemental, il est finalement le plus haut, puisque 100% ça va être le plus haut des impacts, puis après c'est mis en relatif, par rapport au CO2. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Simplement parce que dès que le train il franchit la frontière allemande, il se connecte au réseau allemand avec la part de limite, etc. Et ça fait exploser les scores tout simplement sur le CO2 à cause finalement de la consommation d'énergie qui va être associée. Donc quand on dit oui, le train c'est très bien, la voie d'eau c'est très bien, ici dans ce cas-ci la voie d'eau c'est aussi c'est pas la meilleure des solutions, donc ici ce sont les canaux. Alors c'est mieux que le train électrique dans ce cas-ci, mais c'est pas mieux que le camion. Alors pourquoi d'un point de vue strictement CO2 ? Parce que le chemin est beaucoup plus long. Donc si vous regardez quelles sont les voies navigables possibles qu'il faut emprunter jusque Ludwigshafen, c'est bien plus long que de faire un trajet direct en camion. Alors très clairement, si vous êtes dans le sud de la France, le train c'est très bien, avec le mix français, évidemment d'un point de vue CO2, aucun souci. Mais donc c'est bien pour montrer qu'il n'y a pas une réponse unique quand on parle environnement, qu'il faut bien poser les hypothèses et bien se replacer dans le contexte. Et dans ce cas-là, l'ACV, c'est un outil qui est quand même assez puissant, même si ça prend un peu de temps en tout cas pour récolter les informations. Alors maintenant, je vais passer vraiment au domaine de la construction et la communication environnementale que l'on peut donc décliner d'une ACV. Donc ici, ce que je vous ai remis, c'est finalement en lien avec le panel de logo de tout à l'heure ou de labels verts. Finalement, le rappel qu'il existe 3 types d'écolabels, comme on les appelle, qui ont finalement un niveau de crédibilité ou de niveau scientifique un petit peu différent. Il y a ce qu'on appelle les écolabels de type 1. Alors les écolabels de type 1, c'est ceux qui répondent à des critères qui sont définis par des organismes officiels. Donc il y a un cahier de charge auquel il faut répondre, il y a une vérification. Peut-être que le plus connu, c'est l'écolabel européen ou aussi agriculture biologique ou FSC, donc pour des produits type aménagement en bois, etc. Mais donc là, pour qu'un produit soit certifié et puisse apposer le label, il faut vraiment qu'il y ait un dossier qui soit introduit et qu'il y ait une réponse donc, à un cahier de charge qui est établi par soit une instance officielle comme l'Union européenne, dans le cas de l'écolabel par exemple. Second type de label, c'est ce qu'on appelle les autodéclarations. Alors tout le monde connaît ce petit logo qu'on associe au fait qu'un produit soit recyclable, mais ce n'est pas parce que, qu'il soit recyclable, mais ce n'est pas parce qu'un produit est recyclable qu'il est forcément recyclé. Et donc ces autodéclarations, comme on les appelle, il y en a tout un panel qui existe, donc ce qu'on appelle des labels de type 2,
Il faut savoir qu'il repose généralement sur un seul critère ou une seule étape du cycle de vie. Ici, c'est la fin de vie, où on a l'aspect recyclabilité, mais qu'il n'y a aucune vérification. Donc c'est uniquement de l'autodéclaration de la part de l'entreprise, et donc ça doit être vérifiable, mais dans les faits, personne ne vient jamais le vérifier, en tout cas, ce n'est pas une obligation. Et donc ça peut mener à des tas de dérives, puisque chacun peut facilement décider de créer son logo. À partir du moment où il y a des critères qui sont énoncés en accord avec un standard qui est également ici, 14021, on est bon, mais ce ne sera pas vérifié. Par contre, ce qu'on va voir, et typiquement dans le domaine de la construction, ce sont les écolabels de type 3, qu'on appelle aussi des écoprofils ou les fameuses déclarations environnementales produits. L'exemple, c'était la fiche à la française, mais aujourd'hui, donc, on a d'autres versions plus harmonisées. Et ça va reposer sur une ACV complète. Et aujourd'hui, dans le cadre de beaucoup de programmes internationaux, dont le programme belge qui a été créé il n'y a pas tellement longtemps, il faut une vérification par une tierce partie. Et donc ça va vraiment crédibiliser les chiffres que vous allez trouver dans ces fiches. Alors, je vous disais un peu de concret. Ça n'avance plus. Ah voilà. Donc ces fameuses fiches de type 3, je vais uniquement m'attacher à celle-ci. Donc elles se basent sur une démarche volontaire, sous-tendue par une ACV. Mais comme on le disait tout à l'heure, quand on met des critères environnementaux en place, il faut des moyens de preuve, mais il faut en plus finalement qu'un produit A puisse être comparable à un produit B. Alors dans une ACV, vous l'avez dit, vous l'avez vu plutôt au début, on doit choisir une unité fonctionnelle, on doit choisir ce qu'on va inclure finalement dans l'analyse. Donc comment être sûr qu'un produit d'un fournisseur A va être comparable aux chiffres donnés par un fournisseur B. Et donc pour ce faire, il y a un cadrage qui est fait par ce qu'on appelle dans le jargon des PCR, donc c'est en français des règles de catégorie de produits, qui va en fait être un document cadre qui va vous dire comment faire votre ACV pour ce produit dans ce secteur-là en particulier. Donc on va vous dire est-ce que ça va être 1 mètre carré de produits placés, est-ce que ça va être 1 tonne de ciment sorti de la centrale, etc. Donc ça vous dit quelle est la référence et quelles sont les étapes qui doivent être prises en compte, quels sont les impacts qui doivent être déclarés et en utilisant quel type de méthode. Donc ça permet vraiment d'avoir après des résultats qui vont être comparables pour un même produit au sein du même secteur. Alors, dans le cas de la construction, on a un PCR qui a été défini au niveau maintenant européen. Donc vous avez ce qu'on appelle la EN 15804 qui va définir comment faire finalement une fiche de déclaration environnementale sur base d'une ACV dans le secteur de la construction. Alors, sans rentrer trop dans les détails, dans la dernière version, on a aligné ça sur ce qu'on appelle l'initiative européenne du PEF, qui est le Product Environmental Footprint. Donc simplement, on a rajouté quelques impacts sur l'environnement supplémentaires par rapport à la version initiale. Alors, c'est quoi le principe de ce PCR? Je vous dis, ça va définir l'unité fonctionnelle, mais aussi les phases à prendre en compte, et de façon, on va dire, méthodologique, ou de façon, en tout cas, du point de vue du découpage, vous voyez qu'on parle de phase 1.1, 1.3, finalement, c'est la production, puis après, vous avez la mise en œuvre du produit sur le chantier, après la phase d'utilisation avec des consommations éventuelles, de la maintenance, de la réparation, puis après, vous avez la gestion de la fin de vie. Donc maintenant, toutes les fiches qui se font dans le domaine de la construction, les tableaux finaux, ils vont toujours se trouver avec ces fameuses différentes sous-étapes et les valeurs qui vont être associées pour les impacts sur l'environnement. Alors ici, ce que vous avez, c'est un slide que j'ai repris d'une présentation qui a été faite par le BBRI il y a quelques temps lors de séances de présentation de l'outil Totem, dont je vous parlerai un tout petit peu à la fin. Et donc vous avez tous les impacts environnementaux qui sont pris en compte par cette fameuse EN 15804. Donc vous voyez qu'on va retrouver évidemment le changement climatique, mais également la destruction de la couche d'ozone, la formation d'ozone troposphérique, l'eutrophisation, plus les fameux impacts additionnels qui vont surtout avoir trait à la toxicité, mais également aux émissions de particules fines. Alors, il existe donc différents programmes nationaux avec des plateformes où on peut retrouver déjà aujourd'hui donc ces fameuses fiches de déclaration environnementale. Certainement que la plus connue dans le monde francophone, c'est la plateforme IGNES en France. Ici, vous avez, on voit très mal, je suis désolée, mais on voit le logo ici IGNES. Donc, si vous faites une recherche sur Internet IGNES et EPD ou FDES, vous allez tomber sur le site Internet où vous pouvez finalement avoir accès totalement gratuitement à toute une série de produits de la construction pour lesquels les fiches sont disponibles avec tous ces indicateurs environnementaux. Un site qui est aussi très connu, c'est la plateforme allemande qui s'appelle la plateforme IBU, où aussi vous allez retrouver des tas de produits de la construction qui sont déjà implémentés. Alors évidemment, à terme, ce qu'on rêve, c'est qu'il y ait une reconnaissance mutuelle entre les différentes plateformes. Alors ça commence à se mettre en place, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours cette coexistence des programmes sur différents pays.
Alors en Belgique, on a pris un petit peu de retard, mais les choses ont été lancées officiellement en 2014 par un arrêté royal. Et donc il y a une plateforme qui s'appelle la BIPD, où on peut maintenant venir déposer ces fameuses fiches pour être accessible au niveau belge. Donc tout ça est généré par le fédéral en termes de compétences. Alors maintenant, ces fameuses fiches, quel est l'intérêt pour des producteurs ou bien pour des donneurs d'ordre? Pour le producteur d'abord, c'est une façon de faire la promotion de ses produits et donc de faire du marketing vert mais qui repose sur des vraies données objectivées et pas uniquement sur des chiffres approximatifs. Et en plus, donc, suivant l'aspect cycle de vie, ça va donc vous donner des indicateurs d'impact environnementaux chiffrés. Et donc ça permet, dans ce contexte-ci de la journée, de pouvoir éventuellement répondre à un cahier de charge avec des clauses environnementales, mais pas que. Pour des producteurs, ça permet aussi, ou en tout cas des responsables de chantier, d'obtenir des subsides pour le chantier en question. Alors ici, je vais donner l'exemple, c'est pas encore le cas en Belgique, mais du Grand-Duché de Luxembourg. Donc depuis 2016, au Grand-Duché de Luxembourg, donc il y a un régime d'aide pour la promotion de la durabilité dans le domaine du bâtiment qui a été mis en place. De nouveau, alors c'est un petit peu clair, mais il faut calculer en fait un fameux indice I environnemental, suivant une formule qui est donnée par le règlement. Et dans cette formule, ce qui va apparaître, vous voyez des AP, vous voyez GWP, ce sont les fameux indicateurs qu'on obtient par une ACV. Donc ça va être le changement climatique, ça va être l'acidification, etc. Et donc pour avoir accès à ce calcul, il faut au préalable que pour le matériau, on dispose de la fiche en question. Et donc typiquement, grâce à ça, et en fonction du niveau de coefficient environnemental qu'on va obtenir, on va pouvoir prétendre à un moment donné donc à des aides ou à des primes pour ces matériaux en question. Et donc on a déjà des entreprises belges qui essaient de rentrer dans ce programme. Donc typiquement, on a pas mal travaillé avec ISOEMP dans le domaine des blocs chaux-chanvre, et eux justement, ils étaient vraiment très impatients d'avoir leur fiche pour calculer ce coefficient, pour faire rentrer finalement leurs matériaux sur le marché luxembourgeois avec ce système de primes. Alors maintenant, en termes d'ACV et d'indicateurs, comment est-ce qu'on peut espérer que les résultats vont être favorables typiquement pour des produits qui sont plus locaux? Il y a l'impact du mix électrique local qui peut jouer entre un mix belge ou un mix qui serait nettement plus carboné. On va le voir directement dans les résultats en fonction des quantités évidemment qui sont utilisées. On peut imaginer que on a des procédés qui soient énergétiquement plus favorables, et donc si on consomme moins, on verra aussi un effet sur les résultats. Ça peut être au niveau de consommation diesel dans les machines, etc., mais aussi sur le volet électrique. Et évidemment, si on a cet esprit cycle de vie et que l'on veut voir l'impact jusqu'à l'implémentation sur un chantier, ça veut dire qu'on doit prendre en compte finalement le transport des matériaux jusque chez nous. Et donc dans ce cas-là, l'impact du transport, il peut vraiment être très très fortement impactant. Et notamment si on fait un transport sur longue distance, si on parle des produits exotiques de tout à l'heure, aujourd'hui majoritairement c'est toujours du transport maritime, et on sait qu'un des gros soucis c'est l'utilisation de fuel lourd avec encore 2-3% de soufre, avec des émissions d'oxyde de soufre très importantes et donc un impact sur ce qu'on appelle l'acidification qui va être très importante. Donc ici ce que j'ai remis c'est un simple résultat qui avait été montré il y a quelques années dans le cadre d'une étude qui avait été faite en collaboration avec Pierre et Marbre de Wallonie, et donc ici nouveau sur les pierres bleues, où on avait comparé la pierre bleue avec de la pierre chinoise, et là tout simplement ce qui vous est mis c'est le poids finalement relatif du transport sur l'impact environnemental. Dans le cas de 3 impacts ciblés, donc ici il faut que je me rapproche de nouveau parce que je n'arrive pas bien à lire. Vous avez ici l'énergie primaire totale, les changements climatiques et l'acidification. Donc ce que vous avez en vert, c'est la part de l'impact pour chacune de ces catégories qui est associée uniquement à la production des pierres. Donc dans une première approximation, ce qui avait été dit, on va se dire, soyons fair play, on va dire qu'en Chine et en Belgique, la façon de produire est la même, ce qui est déjà une grosse approximation, mais voyons ne serait-ce qu'en plus de ça, l'ajout de la phase de transport depuis la Chine jusqu'à la Belgique. Et c'est ce que vous voyez ajouté en orange. Donc on voit qu'on va pratiquement doubler l'impact énergie primaire de par le transport, on va augmenter le changement climatique, mais surtout en termes d'acidification, vous voyez que, si on peut dire un petit peu de manière familière, on pète les scores. Et donc ça vous montre que si on ajoute cette partie transport, on va vraiment avoir un impact environnemental qui va vraiment être défavorable pour les produits qui viennent de loin. Alors pour terminer, je voudrais passer sur le volet qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les produits
ça dépend un petit peu quel est leur usage, si c'est ornemental ou si c'est vraiment dans une structure d'un bâtiment, ils vont aussi contribuer à l'impact total du bâtiment. Alors, dans différents pays, il existe des outils de certification durable des bâtiments. BREEAM est certainement très connu à l'international, aussi comme la version qualité totale française, etc. Et souvent, dans ces programmes qui vont viser la durabilité des bâtiments, on ne va pas regarder uniquement la phase d'usage et donc la consommation de chauffage, d'électricité pendant la durée de vie du bâtiment, mais le poids des matériaux, parce que ces matériaux deviennent de plus en plus impactants en relatif, surtout pour des bâtiments qui sont de plus en plus passifs. On amène plus de matériaux et sur la vie du bâtiment, on a moins de consommation d'énergie globalement. Alors, en Belgique, c'est vrai que le fameux référentiel développement durable, c'est une longue story, c'est toujours pas sorti, on ne sait pas quand ça sortira. Mais il faut quand même signaler une initiative qui est quand même intéressante, qui a été portée par les 3 régions au niveau belge, qui est ce qu'on appelle le programme Totem, donc qui est vraiment un outil pour optimiser l'impact environnemental d'un bâtiment dans son ensemble. Alors, comment est-ce que ça marche? Je vais ignorer, je vais terminer. Comment est-ce que ça marche? On a besoin... Oh mince, je suis désolée, j'ai cassé le verre d'eau. On a un programme qui va finalement découper le bâtiment en chacun de ses éléments constitutifs et on va pouvoir aller sélectionner dans une bibliothèque chacun des bâtiments, chacun des matériaux qui va rentrer par exemple dans les parois, au niveau des sols, au niveau de la toiture, au niveau des murs, tout ce qu'on veut, on va aller sélectionner des produits. Et l'idée après, c'est de calculer l'empreinte environnementale totale du bâtiment sur sa phase de vie en intégrant les bâtiments et l'utilisation. Alors évidemment, dans l'idéal des choses, il faudrait pouvoir aller sélectionner le matériau qu'on va acheter, le matériau local, belge éventuellement, mais pour ça, il faut qu'on ait accès à ces informations-là. Et donc, c'est l'idée qui est également derrière la fameuse base belge BIPD, c'est que finalement, elles se remplissent progressivement avec des matériaux locaux pour pouvoir faire l'interfaçage avec Totem. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qu'a pris, en tout cas, les initiateurs du programme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couplé ça avec une des bases de données les plus connues au niveau commercial, qui est EcoInvent, mais où ce sont des données génériques et pas des données spécifiques. Et donc, ça donne déjà des informations, mais il y a une certaine limitation là derrière. Donc, je vous disais, l'idée, c'est qu'on va découper le bâtiment. Alors, fort heureusement, ils ont fait en sorte que ce soit compatible avec les formats de type BIM, que les architectes puissent utiliser pour que ce soit directement, on va dire, exportable. Après, on a accès à la bibliothèque, on va aller donc chercher les parois, etc., en tout cas tous les éléments nécessaires pour faire le bâtiment. Alors à la fin, c'est le choix de Totem. C'est très compliqué d'interpréter les résultats si on veut commencer à balayer tous les impacts sur l'environnement, puisqu'il y en a 17 qui sont donnés. Et donc pour faciliter l'interprétation, ce qui en a été donné, et on rejoint un petit peu la philosophie cycle de coût, c'est qu'on a monétarisé chacun des impacts. C'est-à-dire qu'on a mis en place une chaîne, on va dire, de valeur qui permet d'estimer quel va être le dommage associé ou les coûts associés au dommage environnemental en question. Donc si on prend le changement climatique, on considère que les coûts environnementaux associés aux émissions de CO2, vous voyez, c'est de l'ordre de 5 centimes d'euros le kilo CO2 équivalent. Alors si on prend un autre exemple qui va être les émissions de particules fines dans l'air, on sait qu'en Belgique et en Europe c'est quand même un souci de santé publique très important. Vous voyez que là par contre, par kilo de particules équivalentes qui vont être émises, on est à du 34 € considéré de dommages. Donc finalement ce sont quelque part le coût ou le poids associé aux impacts environnementaux et à la réparation associée. Et donc au final, pour les bâtiments qu'on va comparer aux différentes options, l'outil va fournir un prix en euros pour le bâtiment qui est en train d'être évalué. Alors évidemment, tout de suite, ce n'est pas obligatoire de s'en servir et donc ça permet un petit peu de tester l'outil aujourd'hui et certains commencent à le faire. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres voisins qui ont été plus lents à la matière, puisque si on prend les Pays-Bas, depuis maintenant l'année dernière, ils imposent dans leurs bâtiments qui doivent être soumis à une évaluation environnementale de ne pas dépasser un certain critère de coût, justement. Ici, c'est 1 € par mètre carré par an en termes de dommages équivalents au niveau environnemental. Donc ça montre que finalement on pourrait aller plus loin et se servir aussi de ça pour mettre en place des moyens de sélection dans des designs de bâtiments pour aller vers des bâtiments qui globalement soient les plus respectueux possibles de l'environnement.
Alors je termine. Donc l'ACV c'est un outil complexe mais avec quelques avantages, notamment c'est une méthode qui est quantitative, multicritère, multi-étapes, même si je ne vous ai pas montré des chiffres, mais on va arriver par mètre carré, par kilo, etc., vraiment à des quantités de CO2, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une méthode qui sous-tend la réalisation donc, des fameuses déclarations environnementales de type 3, dans le domaine de la construction, donc en réponse vraiment à un cahier de charge bien précis qui va être le PCR de l'EN 15804. Aujourd'hui en Belgique, on a cette fameuse BioPD qui se met en place, donc la base de données. Alors très clairement aujourd'hui, le prix est encore un facteur limitant pour les PME, mais très récemment, le ministère fédéral en charge de la question a lancé lui aussi un marché public pour justement mandater un bureau d'études de faire des EPD pour des PME à des prix qui soient relativement bas. Au niveau flamand, il y a également un accord entre les producteurs de matériaux de construction, le PMC et le Vito, également pour faire des EPD à coût réduit, avec en plus une aide de certains ministères, je pense du ministère économique en Flandre. Par contre, en Wallonie, les aides, elles sont très compliquées, et donc il n'y a pas encore eu, on va dire, d'accord qui ait pu être négocié entre le PMC et les ministères compétents pour avoir une aide pour les PME. Évidemment, l'idée derrière, c'est que la base de données, elle grandisse, que l'outil Totem puisse se développer. Mais très clairement, aujourd'hui, il y a toujours un besoin de sensibilisation et de formation de toutes les parties prenantes du secteur, parce que beaucoup de PME dans le domaine de la construction, mais pas seulement au niveau des pierres et autres, ne savent même pas que ça existe et qu'il y a moyen de faire ces fiches qui permettent de communiquer de manière objective sur l'impact environnemental de leurs produits. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup.